Pour être réussi, chaque vol doit être méticuleusement planifié. Souvent, les voleurs vont même jusqu'à amadouer et manipuler la personne qui détient l'objet convoité. Ce petit jeu peut durer des jours, voire des semaines, avant que le délit ne soit commis. L'enquêteur Alain Lacourcière, que l'on surnomme le Colombo de l'art, se spécialise dans ce genre de crime. Moi, mon but premier, c'est de récupérer l'œuvre. Le reste, là, qui aille en prison pendant 3 semaines et quart ou de la prison les fins de semaine, ça, là, ça m'importe peu. Le 3 janvier 2002, un tableau de Jean-Paul Riopel estimé à $1,5 million est volé dans la galerie du Centre du commerce mondial du Vieux-Montréal. L'enquêteur Lacourcière est immédiatement informé du vol. Le propriétaire de la galerie m'appelle pour me dire qu'un tableau de Riopel était manquant, qui a appelé la police de Montréal et qui a fait prendre un rapport. Par la suite, je me rends sur les lieux pour voir avec la préposée qui était là comment ça s'est déroulé. Et là, elle me dit qu'elle ne s'est pas rendue compte immédiatement que l'œuvre était disparue. Il faut savoir que la galerie, il y a plusieurs tableaux sur des chevalets et l'œuvre est attachée avec un filin d'acier à l'arrière. Mais c'est probablement quelques heures, 2 heures après le vol, qu'elle se rend compte que sur le chevalet, près de la porte de sortie, le tableau de Riopel est manquant. Jean-Paul Riopel est un des 10 artistes canadiens les plus connus à l'étranger ou au niveau international. C'est un des précurseurs du refus global. C'est l'artiste qui s'est exporté en Europe et qui a connu le plus grand succès de tout le Canada. Et ses œuvres aujourd'hui sont rendues à des millions de dollars. Là, on parle de plusieurs millions de dollars pour les œuvres de Riopel. C'est pour ça aussi que le côté criminel vont préconiser le vol de ces œuvres parce que c'est plus facile à vendre à l'étranger. C'est plus facile pour un groupe criminel de les échanger parce que les crimes qui sont reliés aux œuvres d'art sont perpétrés principalement par des groupes criminels qui s'échangent le bien. Au lieu de trimballer des valises aux douanes avec 500 000 $, on a une œuvre de Riopel qui mesure 1,5 mètre par 1 mètre qu'on va rouler ou qu'on va apporter comme ça, qui pèse un demi-kilo. Et on a en échange $1,5 million contre des armes, de la drogue ou des dettes. Un individu se présente à la galerie à plusieurs reprises, quelques jours avant le vol. Aux premiers abords, il semble être un homme féru d'art, qui a fière allure et qui dégage une belle prestance. En se remémorant qu'est-ce qui s'est passé, là, elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir par un suspect qui s'est présenté là en se faisant passer justement pour un médecin avec un accent français. Et là, on l'a fait parler pour voir, puis là, de plus en plus, elle se rend compte que le scénario était pensé et réfléchi par l'individu qui se rend là. Et à tout moment, son cellulaire sonne et là, il parle à l'urgence à l'hôpital. Et là, il dit, bon, ben ma femme a le cancer et je veux lui acheter un cadeau. Et bon, il y a tout un stratagème de mise en confiance qui est organisé par lui. Et c'est là que la journée du vol, elle est en confiance. Il pointe un tableau qu'il veut donner à sa femme, supposément atteinte d'un cancer. Il lui demande d'aller chercher le tableau et elle se munit d'un escabeau, une petite échelle ou un banc pour monter, chercher ce tableau-là, et ça prend du temps. Donc, lui, il a besoin de quelqu'un de bras, comme on dit, pour transporter le tableau. Il est mis en relation ici avec quelqu'un du crime organisé. La personne qui y trouve, on appelle ça un appariteur, dans le milieu des criminels aussi. J'ai besoin d'un appariteur, il appelle la mafia irlandaise ou italienne, et on y trouve ce gars-là qui va lui fournir des walkie-talkies, des camions, des déguisements, peu importe ce qu'il a besoin, c'est l'appariteur. Et c'est lui qui se rend sur les lieux et c'est lui qui prend le tableau. Donc, le scénario est bien monté par celui qui l'orchestre. Je vais attirer son attention. Ça fait 3 fois que j'y vais. Quand elle va être de dos, je te fais signe. Et tu viens chercher le tableau. Le filin d'acier est déjà enlevé. Je l'ai préalablement enlevé. Donc, ça prend... On peut voir sur la caméra, là, je pense que c'est 4 ou 6 secondes. Là. On parle de
prendre un tableau et déguerpir, et c'est tout. Donc, ni vu ni connu. Plus la galeriste ressasse les dernières visites du mystérieux médecin, plus la théorie qu'il soit en fait responsable du vol lui semble plausible. Dans sa tête, ça vient d'allumer. Ça vient d'allumer. Le tableau, c'est pas lui qui l'a pris, il y a quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on fait, on va tout de suite à l'hôtel. C'est dans le Centre mondial de commerce, cette galerie. On va à l'hôtel et on demande s'il y a des bandes enregistrées parce qu'on voit qu'il y a des caméras dans les corridors et à l'extérieur. Effectivement, on a des bandes qui nous montrent un des suspects, entre autres celui qui s'est fait passer pour un médecin, va à la préposée qui est là-bas. L'autre suspect, il a une casquette sur la tête et il se dirige vers l'extérieur avec le tableau. Là, on fait les vérifications avec les autres corps policiers dans le monde, un peu partout, pour savoir si cet individu-là peut être reconnu au niveau policier en premier. Si on passe par Interpol, on n'a pas de réponse. Mais là, quand on passe par des organismes comme Interpol, on peut prendre du temps énormément. Là. Donc, et moi, je sais que le temps compte. Le temps est important. Donc, en quelques jours, là, je fais des appels directement. Londres, Paris, les États-Unis, un peu partout, leur dire « J'ai une photo ». On n'est pas tout à fait non plus en 2002 à l'ère de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. La vitesse est très basse. Bon. Donc, c'est des fax, c'est des photos comme ça, puis là, on ne le localise pas. Donc, ce que je demande au service de police, c'est de diffuser dans les médias les deux photos des deux suspects. Et quelques semaines après, on a un retour d'Infocrime qui me dit « Il y a une dame, je vous transfère la communication, l'enregistrement de la communication qui nous identifie la personne. » L'enquêteur Alain Lacourcière est sur la piste de deux individus qui ont volé un tableau de Riopelle d'une grande valeur. À la suite de la diffusion de leurs photos dans les médias, une dame appelle Lacourcière et dit reconnaître l'un des deux suspects. Cette dame-là, on l'a su par après, c'est la maîtresse de Charlie. Elle le nomme Charlie. Et cet individu-là, j'appelle Charles Abitbol. Et à partir de là, elle me donne son adresse sur la rue Dr. Penfield. Elle nous donne plein d'informations. Dans sa conversation, on voit très bien que c'est quelqu'un qui a une frustration assez évidente contre le dénommé Charlie. Et elle me donne le numéro d'appartement et tout. Moi, je fais des vérifications avec Interpol pour savoir si ce Charles Abitbol-là est connu. Et effectivement, il y a 7 pays qui ont eu affaire à Charles Abitbol comme étant un voleur par subterfuge d'œuvres d'art, spécialisé principalement dans les œuvres d'art. Grâce à ces informations, Lacourcière sait maintenant qu'il est sur la piste d'un criminel d'expérience. Au début mars, je pars seul et je me rends à l'adresse en question sur la rue Dr. Penfield. Et là, je croise Abitbol dans le passage. Et lui, il me regarde et il me reconnaît, il va me le dire plus tard, mais il me reconnaît, où je vois qu'il y a une certaine, disons, un point d'interrogation dans la figure. Et là, je fais semblant de cogner à une porte et la dame m'ouvre et je lui parle en italien pour essayer d'un peu de mêler les choses. Et je sors par la sortie de secours. Je me ramasse dans une cour intérieure où il n'y a pas besoin, il n'y a pas moyen de sortir de là. Donc, il faut que je grimpe le mur pour sortir de l'autre côté. Et là, je suis sûr qu'il habite là parce que je le vois rentrer à son appartement. Mais là, lui, je suis certain qu'il m'a reconnu. On se rend au bureau, on s'organise, puis on part à la quête d'Abitbol pour l'arrêter. Et là, le confrère qui est avec moi, là, il sait pas, là, il comprend pas. Il me demande ma preuve, il me demande mon mandat, il me demande mes mandats de perquisition, d'arrestation. Je lui dis, ça va venir, ça s'en vient, ça va venir. Dans le milieu policier, Alain Lacourcière est réputé pour avoir recours à des méthodes inhabituelles pour arriver à ses fins. Disons qu'il ne fait pas toujours l'unanimité auprès de ses pairs. J'aurais dû avoir un mandat d'arrestation, mais pour moi, il y avait urgence. Donc, si je suis capable de démontrer à un juge que oui, il y a urgence, parce que mon but premier, c'est de récupérer le tableau. Puis je savais qu'Abitbol m'avait reconnu. Donc,
il y a une possibilité qu'il déménage ou qu'il disparaisse ou qu'on perde encore le suspect. Donc, c'était pas illégal, pas orthodoxe, mais pas illégal. Quand on frappe à la porte, ça prend un petit peu de temps. On l'a réveillé nécessairement. Il vient répondre. Et là, moi, je lui dis « Bonjour, M. Abitbol. Mon nom est Alain Lacourcière, sergent détective dans la police. Je m'occupe des œuvres d'art. » Et là, je le vois avec un petit sourire. Il le savait. Et j'ai vu tout de suite dans ses yeux que la veille, il m'avait reconnu. Et là, je lui dis, on va vous amener au poste. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Je lui donne tous ses droits. Et il me dit, non, j'ai rien à dire. Mais il rit. Il a un sourire et il rit. Ce genre de criminel sait très bien que tôt ou tard, il court le risque de se faire arrêter. Et souvent, ces gens-là, ce sont des hommes très rationnels, hein, donc ils savent qu'ils mènent une vie, ils savent ce qu'ils font. Là. Ils se disent, ben, tant que les bénéfices sont supérieurs aux coûts, je continue. Mais un jour, ça peut s'arrêter. Puis souvent, quand ils se font arrêter, ils vont dire « Bah, écoute, c'était les risques du métier, là. Je savais bien qu'un jour, c'était probable que je me fasse arrêter. Bah, c'est arrivé. Mais j'ai eu une belle vie, tu sais. Pendant 20 ans, ils vont pas hésiter à dire « Bah, tu sais quoi, là, je pense que j'ai beaucoup mieux vécu que toi, là. » Ils sont fiers de dire ça. Puis, donc, on imagine que ce monsieur-là, il s'est dit « Bah, ça y est, le jour est arrivé. Ça s'arrête là, à ce moment-là. » Puisque Charles Abitbol a laissé de son plein gré Alain Lacourcière rentrer chez lui, l'enquêteur en profite pour faire une première fouille des lieux. Dans l'appartement, il n'y a absolument rien. Il vit là depuis, selon les dires, assez longtemps, mais il y a un matelas à terre et il n'y a pas de table, il n'y a rien, c'est comme squatté. Mais on retrouve des morceaux de papier avec des codes partout. Dans les prises électriques, sous le tapis, dans le four, dans le frigo. Partout, il y a des morceaux, on dirait, de téléphone qui doivent aller avec quelque chose, mais il faut avoir la clé. Et là, on n'a pas la clé. Et on voit que c'est quelqu'un qui est organisé. On voit que c'est quelqu'un qui est méfiant. Et même si on analyse tous ces morceaux, on n'a pas de solution. Bien que Charles Abitbol se soit montré très coopératif depuis son arrestation, il refuse d'avouer qu'il est la tête pensante derrière le vol du tableau de Riopelle. C'est principalement fait, ces vols-là, par des gens du crime organisé. Là, on a très peu de déclarations et souvent, les œuvres sont parties aux mains de la mafia italienne, des motards ou de la mafia irlandaise. Lacourcière doit user de ruses pour faire parler Abitbol avant qu'il ne soit remis en liberté, faute de preuves. La police en Allemagne m'ont dit qu'il y a un léger problème avec les endroits restreints. Je demande au geôlier de mettre M. Abitbol dans la cellule numéro 21. Et là, il me dit, tu es sûr que la 21? J'ai dit, oui, la 21. La cellule 21, c'est pas une grande cellule, c'est quelque chose d'assez restreint. Et là, mon partenaire me dit, bon, maintenant, on fait quoi? On va chercher le mandat. Mandat pourquoi? Non, c'est correct. On va où? On va prendre un café. On va quoi? Prendre un café? Oui, on va prendre un café. Et là, on s'installe à prendre un café et mon téléphone sonne. Et effectivement, la personne qui est en charge de la détention me dit « Ton gars, là, dans la 21, il veut te voir, sa presse, il est en sueur, il ne veut absolument pas savoir quoi que ce soit d'autre que de te rencontrer, de te voir immédiatement. » Je me rends là-bas et je vois bien que là, on me dit « Alain, fais-moi sortir d'ici, j'en peux plus. Alain, je te dis tout. » Non, j'ai dit « Moi, je peux pas, là. On a un tableau à retrouver. On a une bonne idée qu'il l'a, mais faut que j'aille au palais de justice, il faut que je fasse les mesures nécessaires pour avoir un mandat. J'ai dit « Je vais revenir probablement demain matin ou demain après-midi. » Non, c'est impossible, je vais mourir. Je vais te le dire où est le tableau qu'il l'a immédiatement. J'ai dit, oui, mais je peux pas tout de suite. Alain, le tableau est chez le lunetier, un tel, dans le centre-ville à Montréal. C'est lui qui l'a, c'est lui qui l'a commandé. Il est là-bas, le tableau. Là, on se rend chez le lunetier. Là, mon partenaire, lui, dit, bon, on va aller chercher un mandat, on va aller... Ben là, j'ai dit, on n'a pas le tableau, on sait pas où il est. Ouais, mais pour l'arrêter, lui, ben là, on a il peut se sauver, c'est une urgence. Fait qu'on est entré dans la lunetterie, on s'est stationné sur le trottoir. Directement en face de la lunetterie. On est rentré, il y a plusieurs clients. Et là, je le mets en état d'arrestation pour recel d'un tableau de Jean-Paul Riopelle. En s'en allant dans l'auto, là,
disons, le hamster se fait vite aller parce que là, j'ai 2 voleurs, pas de tableau, puis pas de déclaration, puis pas de témoin, puis pas grand-chose. Les enquêteurs doivent parfois avoir recours à des stratégies plus ou moins licites pour faire parler leurs suspects. Comme quoi, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Avec le suspect dans sa voiture, l'enquêteur de la coursière sait exactement ce qu'il doit faire pour faire débloquer l'enquête du tableau de Riopelle volé. Sur la rue Maisonneuve, au coin de Guy, je vais toujours m'en souvenir, je freine très brusquement. Là, je prends la radio de l'auto de police, là. Et là, je demande à l'équipe de filature, vous êtes bien en position. L'équipe de la brigade canine, je vais vous demander d'attendre à l'entrée du secteur, s'il vous plaît, pour pas que personne vous voie. Bon, aussi, les équipes d'intervention, de perquisition et d'arrestation, vous êtes bien en position. Mon partenaire, le premier, lui, il comprend pas, là, parce qu'il voit très bien que la radio est fermée. Là. Fait que là, il se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, le lunetier entend tout ça. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, on peut faire ça très compliqué. Vous avez vu, là, j'ai des brigades partout. On a des perquisitions, on a la brigade canine. On peut aller chercher des mandats, on peut tout faire ça. J'ai dit ça, on peut faire ça très compliqué. Ça va être très long. En attendant, vous en allez en prison. Pendant le temps qu'on va faire ça, il y a une autre façon, il y a le choix B. Le choix B, c'est vous allez nous remettre le tableau et vous allez être libéré par une promesse à comparaître dans l'heure qui suit. Lequel prenez-vous? Il me dit, le choix B me conviendrait très bien. Merci beaucoup. On va où maintenant? On s'en va à Côte-Saint-Luc. Donc, lui, il me guide et on arrive dans le stationnement. Il me fait signe d'entrer ici, dans le stationnement. Puis quand on entre dans la maison, il y a une dame qui est en chaise roulante et c'est sa mère. Et lui, il lui dit, c'est des amis, maman. Tu sais, la toile, là, le paquet qui est dans le sous-sol, c'était pour eux autres. Donc, je vais leur remettre. Donc, OK, on descend avec lui. Et là, il y a un cadenas sur la porte du garde-robe au sous-sol qui l'ouvre et il enlève plusieurs sacs. Et le garde-robe est plein. Et tout au fond du garde-robe, dans une boîte, l'œuvre de Riopelle est emballée et prête à être livrée. Parce que sur l'emballage, sur le carton, on voit qu'il y a une adresse pour la Floride. Mais là, le tableau, il rentre pas dans mon auto. Et j'appelle le galeriste pour lui dire, j'ai le tableau, je l'ai récupéré, peux-tu venir le chercher? Et là, on me dit, je vais avoir le camion demain vers midi, vers 14 h, je pourrais aller chercher le tableau. J'ai dit, donc, tu comprends pas bien, là. Je suis au coin de telle rue et telle rue avec ton tableau, ça vaut $1,5 million. Je veux un camion maintenant. Et il est arrivé, ça a pris 20 minutes. Il a pris un camion d'un ami vite, puis il dit, oui, je viens de comprendre pourquoi. Si Alain Lacourcière a été critiqué tout au long de sa carrière pour son insubordination et ses méthodes peu orthodoxes, c'est aussi ce qui a fait de lui un enquêteur respecté et émérite pour résoudre des crimes. Il sait tabler sur les faiblesses de ses suspects pour leur soutirer des informations importantes. On joue souvent sur les faiblesses d'un suspect, n'est-ce pas? Moi, le seul élément que j'ai, c'est qu'il est claustrophobe ou du moins qu'il n'aime pas les endroits restreints en espace. Donc, je me suis dit, s'il y a quelque chose à aller chercher ou qui peut craquer, comme on dit, ou je peux avoir une réponse à une question directe, c'est peut-être la seule solution. Ça a marché, mais bon, c'est un guess que j'ai pris, c'est une chance que j'ai pris de le mettre dans cette cellule-là et d'attendre. Bon, là, notre journée est terminée, on retourne au bureau. Et là, avec mon partenaire, lui, il me demande... C'est-tu toujours comme ça, les enquêtes avec toi? Ben j'ai dit, on est en œuvre d'art. Il faut faire preuve d'imagination, de créativité, tu sais. Et là, lui, il analyse le tout. Et quand on arrive dans le bureau, il dit à notre patron, il dit, « Hey, boss, lui, là, plus jamais. Moi, là, une journée par année, je n'ai assez. Je veux plus jamais. » Là, le patron, il demande, « Mais pourquoi? Laisse faire. Je veux plus avec lui. C'est trop demandé. Je suis brûlé. J'ai besoin de vacances. Bonjour. » Donc, ça a été le retour au bureau. Il n'est pas rare que les enquêteurs jouent d'audace pour parvenir à leur fin. Alain Lacourcière a décidé de miser sur la claustrophobie de Charles Abitbol pour le faire parler. Abitbol a écopé d'une amende de 15 000 $ qu'il n'a jamais payée en se réfugiant en Israël. Mais bien qu'il s'en soit tiré avec le vol du Riopelle, lui et son appariteur sont aujourd'hui derrière les barreaux. Ils se sont fait coincer en 2012 pour fraude et recel de meubles. Quant au lunetier, les accusations qui pesaient contre lui sont tombées puisqu'en prenant la fuite, Charles Abitbol n'est jamais venu témoigner en cours.